Et merci de participer à ce rendez-vous de la facture électronique. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'obligation de démat de la facture électronique et voir ensemble comment vous allez pouvoir anticiper cette réforme. Donc, je me présente, je suis Bruno Adler et je suis le responsable du pôle 7 Je sens, et donc je suis accompagné d'Alain François, qui est notre expert en dématérialisation chez Apogea. Cette présentation va se dérouler en deux phases. Donc, on va commencer par vous présenter la réforme, les tenants, les aboutissants, et puis essayer de bien vous faire prendre conscience de l'importance de cette réforme et de l'anticipation de l'anticipation. Et puis, en deuxième partie, Alain vous présentera un outil de dématérialisation permettant de gérer et de traiter l'obligation de réception qui permettra d'être en conformité dès le 1er juillet 2024. Au sommaire de cette présentation, donc on va aborder différents points. On va déjà voir ensemble quels sont les objectifs et les bénéfices de cette réforme de la facture électronique. On va également aborder le calendrier qui va se dérouler en plusieurs étapes en fonction des tailles d'entreprise. On parlera des transactions qui seront concernées par cette réforme, et on abordera les nouveaux acteurs et leur rôle dans le cadre de cette dématérialisation. On parlera plus spécifiquement de la facture électronique, quels seront les flux, les circuits et les nouveaux formats que la réforme va imposer. Et on abordera également la partie amende ou sanction en cas de non-respect de cette obligation. On verra que la réforme est en perpétuelle évolution et que certains points sont encore en attente de décision, et que la réforme va prévoir jusqu'au dernier moment différents cas en attente. Et puis on va si c'était pas suffisamment clair, on va vraiment vous préciser pour quelles raisons il est préférable de s'y préparer dès maintenant et comment vous allez pouvoir justement anticiper cette réforme. Si vous avez des questions, vous avez un petit chat qui vous permet de nous poser ces questions en direct. On essaiera d'y répondre autant que possible en cours de présentation. Et puis, en fin de présentation, on refera un point et on essaiera de répondre au maximum aux questions que vous auriez pu vous poser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir certains points. Déjà, dans un premier temps, cette réforme fiscale a pour principal objectif de lutter contre la fraude à la TVA. Donc, on est vraiment dans la suite logique de la réforme de la loi antifraude qui a été votée il y a quelques années maintenant. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une réforme fiscale avec le renforcement de la prévention de la lutte contre la fraude à la TVA. On le disait, un calendrier d'application va être mis en place, qui va intégrer plusieurs étapes en fonction des typologies d'entreprises. Et puis, cette réforme va imposer des nouveaux formats de facture obligatoires. On va voir que le format PDF va être toléré temporairement, mais qu'à terme, d'autres formats vont prendre le relais, et l'envoi par mail de factures au format PDF, bien évidemment, ne sera plus autorisé par l'administration. On verra que cette réforme va imposer aussi des nouveaux circuits de circulation des factures. Donc, on va voir que les factures vont transiter par des nouveaux acteurs pour permettre de transférer ces différentes factures entre clients fournisseurs et avec l'administration. On va parler donc principalement de e-invoicing pour tout ce qui va être dépôt, transmission et suivi des factures donc B2B, donc entre entreprises, et la facturation B2J, donc la facturation de collectivités ou la facturation avec le gouvernement. Tout ce qui va être facturation de particuliers, donc le B2C, ou la partie facturation à l'international, ne sera pas traité dans cette notion de invoicing. C'est la partie donc e-reporting, donc un nouveau terme également, qui concernera tout ce qui va être transaction B2C, B2B à l'international. Et puis, un autre point important, la partie encaissement de prestations de services. L'objectif étant que votre déclaration de TVA à terme soit pré-remplie de manière automatique.
avec les différents échanges qui vont avoir lieu. Voilà déjà pour mettre un cadre à cette réforme. On va parler dans un premier temps des objectifs de cette réforme et bien évidemment des bénéfices attendus pour les entreprises. Donc, on le disait, cette réforme fiscale, elle est impulsée par la Direction générale des finances publiques et elle doit permettre de renforcer la compétitivité des entreprises. Cette réforme devrait permettre une diminution de la charge administrative pour tout ce qui va être gestion de la facture avec génération des factures, les envois, le traitement des factures. Donc toute la partie papier va être remplacée par du numérique, ce qui va permettre également de sécuriser les relations entre sociétés. Ça va permettre à terme également de faciliter les obligations déclaratives. On le disait, un pré-remplissage des déclarations de TVA sera réalisé, ce qui doit vous permettre de vous simplifier en fin de mois la partie déclarative et d'automatiser tout un tas d'opérations. On est dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Donc voilà, ça va être la possibilité de récupérer des manques en lien avec la TVA. Et on est vraiment dans le cadre d'une extension de la loi LME de 2020. Et puis ça va permettre également à l'administration de connaître l'activité des entreprises au fil de l'eau. Donc en temps réel, l'État pourra savoir quels sont les secteurs en difficulté et donc de prendre des décisions en matière de politique économique, ce qui permettra de pouvoir aider certains secteurs qui en ont besoin. On le disait, donc cette réforme est vraiment une réforme fiscale et ça va permettre également à l'administration d'organiser ses contrôles fiscaux différemment. Toute une partie automatique va pouvoir être mise en place, c'est-à-dire que les contrôles fiscaux pourraient être faits de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise de la part de l'administration, du fait que toutes les informations vont transiter par les serveurs gouvernementaux. Et également, l'administration disposera de toutes les données échangées entre des clients fournisseurs. Donc, il y aura un accès en temps réel et à l'intégralité des informations de facturation. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que ça va changer l'organisation actuelle. Justement, au niveau des contrôles fiscaux, on va voir que certains changements vont être opérés. Actuellement, la partie déclarative se fait de manière agrégée. Donc, toutes les données qu'on envoie à l'administration sont consolidées. On envoie des grandes masses qui sont donc envoyées à l'administration. Suite à cette réforme, toute la partie données, on va être sur des informations individualisées. Donc, on le disait, ça va être facture par facture que les contrôles vont pouvoir être faits. Et donc, on aura vraiment un détail de toute la facturation qui aura été faite par une entreprise. Donc, on va passer de données agrégées à des données individualisées. Actuellement également, la partie contrôle fiscal se fait à la demande. On vient vous voir, on vous demande des informations après coup. Ce qui va changer, c'est que toutes ces informations maintenant sont transmises systématiquement et on n'aura plus besoin d'attendre un contrôle pour être contrôlé. Ça va se faire en temps réel dès la transmission de ces informations. Et c'est le troisième point important, c'est que la partie contrôle se fait actuellement après la réalisation des opérations, quelques temps après. Vous allez être maintenant contrôlé en temps réel avec un contrôle des plateformes, des contrôles automatisés qui vont être mis en place et qui vont permettre de détecter la moindre erreur dès l'envoi d'une facture dans ce processus. Tout de même, on va pouvoir identifier pour les entreprises des bénéfices sur cette réforme. Différentes études ont permis de montrer qu'une réduction des coûts allait être générée. Donc, on parle d'une économie financière pour les entreprises entre 50 et 75% par rapport à un traitement papier. Dans la globalité
dans le traitement global de la facture. Une réduction du coût de traitement également d'environ 30%. Et tout ça permet de générer des gains de productivité et donc d'optimiser le temps de traitement d'une facture, que ça soit de la constitution, de l'émission, de l'envoi, du suivi, etc. Du fait de la traçabilité qui sera disponible, une diminution des litiges potentiels devrait apparaître également. On ne pourra plus dire non, j'ai pas reçu la facture, la Poste n'a pas fait son travail. Là, tout sera tracé dans le cadre des flux qui vont être mis en place, ce qui devrait permettre également une restauration de la trésorerie et également un raccourcissement des délais de paiement. Encore une fois, la traçabilité permet de savoir où on en est, qui fait quoi, quand, etc. Donc, ça devrait avoir un impact aussi sur ces délais de paiement. Une simplification, comme on le disait, des déclarations, des obligations déclaratives, pardon. Voilà, une diminution également du risque d'erreur. Donc, dès qu'un élément va être envoyé, on extraira les informations qui vont permettre d'alimenter les différentes déclarations. Toute cette réforme sera évidemment sécurisée avec tout un tas d'éléments informatiques qui vont permettre une sécurité de ces échanges. Et puis, une réduction de l'empreinte carbone devrait être aussi constatée dans le cadre de cette obligation. Donc, tous ces bénéfices sont effectivement liés à cette mise en conformité avec la réglementation fiscale. Si on parle de calendrier, alors on commence à être tous au courant de ce calendrier, mais on va refaire un petit point. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que même si on a 3 étapes importantes qui sont juillet 2024, janvier 2025 et janvier 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées dès le 1er juillet 2024. C'est-à-dire qu'au 1er juillet 2024, certes, les grandes entreprises vont être les premières à émettre des factures dématérialisées et également à les recevoir, mais toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA seront concernées par cette obligation de réception. Vont venir ensuite, en janvier 2025, les entreprises de taille intermédiaire qui, elles, devront également émettre de la facture dématérialisée. Et puis, la plus grande phase de cette réforme arrivera en janvier 2026 avec les TPE, les PME, les micro-entreprises. Voilà, toutes les autres entreprises seront obligées d'émettre également des factures dématérialisées. Quand on parle d'émission de factures dématérialisées, en même temps, l'obligation de e-reporting, on verra juste après à quoi ça correspond, sera couplée. Donc, dès que j'émets, je dois faire mon e-reporting pour pouvoir répondre à cette obligation légale. On le disait également, la réforme évolue constamment. Les dernières informations que l'on a eues, c'est que si vous êtes assujetti unique à la TVA, et dans ce cas-là, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez une obligation d'émission à compter de juillet 2024. De même, si vous facturez déjà actuellement des collectivités, et que vous êtes donc concerné par Chorus, vous allez devoir également dématérialiser en juillet 2024. Et puis, on parle d'obligation à certaines dates, mais rien n'empêche d'anticiper cette réforme. Et c'est pourquoi, dans certains cas, si vous êtes dépendant de certains donneurs d'ordre, si vous avez une politique groupe qui vous impose cette anticipation, vous allez tout à fait pouvoir anticiper et commencer en juillet 2024 ou en janvier 2025 d'émettre des factures dématérialisées. Toutes ces informations, vous les retrouvez de toute façon dans la loi de finances rectificative qui reprend le calendrier et les différentes obligations des entreprises. Un point d'attention, donc on est vraiment sur une réforme qui concerne tous les assujettis à la TVA. Par contre, certaines activités qui bénéficient ou certaines opérations qui bénéficient d'une exonération de TVA ne seront pas soumis à cette obligation de facturation électronique. Donc là aussi, on va retrouver ces éléments dans les articles du Code général des impôts, mais c'est principalement les domaines de la santé, de la prestation d'enseignement et de formation, des opérations immobilières, des opérations réalisées par les associations à but non lucratif et puis des opérations bancaires, financières ou d'assurance et de réassurance. Donc,
toutes ces activités, elles, ne seront pas soumises à cette obligation de dématérialisation de la facture. Hop. On va aborder les différentes transactions. Donc, on en parle depuis tout à l'heure. On parle d'une notion de e-invoicing et de e-reporting. Et en fonction des cas, vous allez avoir à gérer l'un ou l'autre, ou les deux. C'est-à-dire que si je suis un acheteur français assujetti à la TVA et que j'achète à un vendeur français également et assujetti à la TVA, on va être dans le cas de la tuile bleu foncé, on va devoir faire du invoicing, c'est-à-dire que la facture sera dématérialisée et je ne pourrai plus gérer ma facturation comme aujourd'hui. Dans les autres cas, je n'aurai à gérer que du e-reporting. Donc, dès que je vais acheter ou vendre à des non-assujettis français ou à des assujettis mais étrangers, je ne ferai que du e-reporting. Tous les autres cas de figure, toutes les autres opérations qui ne rentrent pas dans ces 6 cases sont pour l'instant hors réforme. Ça va potentiellement évoluer par la suite, mais voilà. C'est les 6 cas de figure qui permettent de définir si je dois faire du e-invoicing et donc du e-reporting également, ou uniquement du e-reporting dans le cadre de vente à des non-assujettis ou à des étrangers. Dans le cadre de cette réforme, on va voir que de nouveaux acteurs vont rentrer en ligne de compte. Donc, évidemment, les entreprises vont être les principaux concernés et les principaux acteurs de cette réforme. Mais d'autres acteurs vont s'ajouter et vont permettre la mise en place de cette réforme. Ça va être le cas donc de la plateforme publique, le portail public de facturation, donc le PPF, que certains connaissent déjà. Actuellement, il s'appelle Chorus Pro. Ça va devenir le portail public de facturation et ça va être l'une des plateformes d'échange possibles pour les entreprises, sachant que cette plateforme sera gratuite et permettra donc de répondre à cette obligation de dématérialisation. C'est cette dernière qui fera l'intermédiaire avec l'administration fiscale et elle va concentrer donc tous les flux. Et pour cela, elle disposera d'un annuaire centralisé qui va permettre de référencer toutes les entreprises soumises et concernées par cette réforme. La plateforme sera effectivement gratuite, mais il y aura des limites et des obligations pour pouvoir s'en servir. La première étant le format de facture qui sera imposé. Vous ne pourrez déposer sur cette plateforme que des factures au format UBL, au format FactureX et au format UNC-FACT C2I. Si vous n'êtes pas dans l'un de ces formats, d'autres acteurs vous permettront d'y répondre. Le PPF proposera également un archivage des factures. Donc, toutes les factures qui seront émises sur cette plateforme seront archivées sur une durée de 10 ans et avec une valeur probante, uniquement dans le cas où cette plateforme est l'émettrice de la facture en question. Et puis, de manière transitoire, vous allez avoir la possibilité de faire du dépôt de PDF simple, comme ça peut être le cas actuellement sur Chorus. La seule différence, c'est que cette possibilité ne sera valable que sur une certaine durée. On parle de fin 2026. Tout va dépendre un petit peu de comment se passe cette transition. Mais il faut bien voir qu'on est uniquement sur une phase temporaire et qui ne pourra pas être définitive. La plateforme publique de facturation sera ouverte en test à partir de janvier 2024. Donc pour l'instant, on est encore en phase préparatoire et les tests vont pouvoir commencer à compter du 1er janvier 2024. Deuxième acteur qui va rentrer dans la réforme, ce sont les plateformes privées ou plateformes de dématérialisation partenaires, donc les fameuses PDP, qui vont permettre d'assurer toutes les fonctionnalités que la réforme va imposer. Elles permettront d'émettre et de transmettre toutes les factures électroniques à destination de vos clients et elles permettront également de transmettre
toutes les données de ces factures, les transactions de paiement, vers l'administration. Ces plateformes privées seront immatriculées par l'administration. Donc, sur une durée de 3 ans, elles pourront proposer des services de démat avec des audits réguliers qui vont permettre de s'assurer qu'elles répondent bien au cahier des charges et que tout ce qui est prévu est bien assuré par cette plateforme. Elles devront pouvoir être interopérables avec évidemment le PPF et puis au moins une autre PDP pour permettre les échanges de factures, et elles devront respecter certains standards de sécurité, donc des différentes normes ISO 27001 du Secnum Cloud, répondre à l'obligation liée au RGPD. Et l'avantage de ces plateformes, certes, elles offriront des services payants, mais elles permettront, pourquoi pas, de gérer d'autres formats de factures que ceux que l'administration va imposer. Typiquement, ça pourrait être de l'Edifact, ça pourrait être pourquoi pas du PDF, ça pourrait être différents formats que vous allez pouvoir déposer sur cette plateforme, et si vous n'êtes pas en conformité avec le PPF, ces plateformes pourront vous permettre de l'être. Un point important, c'est que pour l'instant, ces PDP n'ont pas encore été sélectionnés par l'administration. Beaucoup se disent être PDP. C'est pas le cas. Pour l'instant, le dépôt de candidature a été ouvert il y a peu de temps, donc les entreprises ont enfin pu se positionner. Par contre, la sélection ne se fera que d'ici la fin de l'année. Donc pour l'instant, si on vous dit je suis PDP, j'ai une offre à vous faire, etc., c'est pas possible. L'administration n'a pas encore fait son choix. Et vous retrouvez donc sur le site impôts.gouv.fr une page d'information dédiée au PDP et sur le processus d'immatriculation. Processus qui va commencer en septembre 2023, et grosso modo, entre septembre et décembre 2023, on va savoir qui a été sélectionné. Si on fait une petite projection de cette obligation, donc au niveau des plateformes, tout a commencé en avril 2022 avec une page partenaire qui s'est ouverte. L'ouverture du service d'immatriculation, comme on le disait, a été réalisée plutôt sur le mois de juin 2023. Le lancement de la charte de confiance a été fait il y a peu de temps, donc début du second semestre 2023. Et la phase pilote, donc les tests qui vont avoir lieu grandeur nature, vont commencer en janvier 2024, et on peut voir ensuite les trois phases dont on parlait: juillet 2024, janvier 2025 et janvier 2026. Un troisième acteur va rentrer aussi en ligne de compte. Cet acteur ce sera l'opérateur de dématérialisation, donc l'OD. Donc, ce seront là aussi des prestataires qui vont, eux, permettre d'offrir des services de dématérialisation des factures, que ce soit via en EDI, par exemple, via des API. Et ça va être véritablement des intermédiaires entre les entreprises et les plateformes. Ça ne remplace en aucun cas les plateformes privées, ça va venir en complément. Et ces opérateurs de dématérialisation vont permettre de faire du transport, de la dématérialisation de factures à destination ou en provenance de ces plateformes privées ou du fameux PPF. Si on schématise un petit peu, vous allez avoir votre entreprise, vous allez avoir les différentes plateformes, donc le PPF ou la plateforme publique, la plateforme de démat partenaire, la plateforme privée. Et puis entre les deux, vous aurez cet opérateur de démat qui va permettre d'échanger les informations dans un sens ou dans l'autre. Donc, ces opérateurs de démat vont indirectement être dans cette réforme, même directement, et vont être partie prenante de cette obligation de dématérialisation. Au niveau de la facture électronique, on va aborder trois points importants. Quels vont être les flux, quels vont être les circuits, et quels seront les formats et ceux que Sedge, entre autres, auront choisi pour cette obligation. Alors, encore une fois, comme on le disait, deux flux importants: le flux de e-invoicing, qui permet de gérer le dépôt, la transmission et tout ce qui va être suivi des factures, et puis la partie e-reporting, qui va concerner tout ce que le e-invoicing ne va pas gérer.
Si on fait un parallèle entre ces deux flux, on va voir qu'il y a certaines différences et puis des similitudes tout de même entre ces deux formats. Si on commence par la partie de invoicing, le fait de passer sur de la facturation électronique, vous allez casser le lien direct entre le fournisseur et son client. C'est-à-dire que vous ne serez plus en contact direct avec votre client, vous n'allez plus lui remettre une facture directement, ça sera forcément un portail sur lequel la facture sera disponible et que le client ira récupérer. Pour répondre à ce flux, vous aurez des formats contraints de facture. Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, vous aurez des formats structurés, des formats électroniques autorisés par l'administration fiscale. L'avantage, c'est que vous allez avoir un seul flux d'envoi par fournisseur, un flux unique, qui va contenir les informations de la facture et puis toutes les informations nécessaires à l'alimentation de la déclaration de TVA. Et puis, on va être la plupart du temps dans des champs d'application assez limités, c'est certaines transactions, et on sera sur des factures professionnelles de vente qui seront transmises à l'administration fiscale. À côté de ça, donc on le disait, le e-reporting, où là, vous allez garder votre lien entre le client et le fournisseur. Les factures, vous allez continuer de les envoyer comme vous le faites actuellement. Donc, si vous avez des fournisseurs, des clients étrangers, en tant que fournisseur, vous allez pouvoir continuer d'envoyer vos factures papier ou d'envoyer vos factures par mail. Tout ça, ce sera autorisé. Donc, il y aura toujours ce lien entre les deux. De même, le format de facture sera complètement libre. Il n'y aura pas d'obligation particulière. Ça pourrait être du format papier, du format structuré, un dépôt sur un portail à vous, mais pas forcément un portail, une PDP ou le PPF. Ça vous imposera donc 2 flux d'envoi pour le fournisseur, c'est-à-dire que vous allez continuer d'un côté d'envoyer votre facture et puis de l'autre, vous devrez générer ce flux de e-reporting qui va permettre de faire parvenir à l'administration les volumes de facturation que vous avez eus dans le cas de facturation à l'international, d'acquisition internationale ou de facturation à des particuliers. Et là, on va être la plupart du temps sur un champ d'application beaucoup plus étendu. Et là, ça sera l'ensemble des données de vente et d'achat que vous allez envoyer à l'administration fiscale. Les points communs, vous allez être sur des formats structurés dans les deux cas. Quels que soient les flux, on sera sur des formats structurés avec une certaine fréquence, avec une liste de données imposée, un accès en temps réel à ces informations, et puis tous ces flux passeront forcément par des tiers ou des logiciels certifiés. N'importe qui ne pourra pas générer ces flux de manière autonome. Si on regarde un petit peu les circuits de cette facture électronique, on constate qu'on va être dans le schéma en Y, c'est-à-dire que au final, tous les flux vont se concentrer vers l'administration fiscale en passant donc par ce fameux PPF, ce portail public de facturation. On identifie bien les plateformes de démat partenaires, donc les PDP, les différents opérateurs de démat qui vont permettre de faire le lien entre les différents portails, entre les fournisseurs, les clients et les plateformes. Et puis, on remarque également que le PPF dispose d'un annuaire centralisé et seul le PPF pourra identifier quelle société a choisi quel portail, que ce soit un portail public, un portail privé ou les deux. C'est une possibilité également. Dans tous les cas, c'est ce portail-là qui disposera de cet annuaire et qui permettra d'indiquer à qui et où déposer les factures qui vont circuler. Si on anime un petit peu ce circuit et qu'on regarde un petit peu des exemples de flux, donc l'administration fiscale est le cœur de ce circuit. On va retrouver un fournisseur d'un côté, un acheteur de l'autre, et ces deux entreprises passent par le portail public de facturation. Mon fournisseur va générer sa facture, va la transmettre au PPF. Cette transmission, donc, comme on le disait, va s'opérer par le biais d'un opérateur de dématérialisation. Le PPF va extraire toutes les informations de cette facture
et va les remonter à l'administration fiscale. L'alimentation de la déclaration de TVA se fera. Et une fois identifiées toutes ces informations, va mettre à disposition de l'acheteur la facture, donc sur le même portail. Il passe par le même portail de facturation. Et l'acheteur va pouvoir récupérer, suite à une notification ou avec des automatismes dans ses outils de gestion, va récupérer sa facture, là aussi par le biais d'un opérateur de dématérialisation. Et cette facture va intégrer ses outils de gestion, sa comptabilité ou sa gestion commerciale. À l'inverse, j'ai un autre fournisseur qui propose ses services à un autre acheteur. Le fournisseur a sa PDP, on va l'appeler la PDP du vendeur. L'acheteur a sa propre PDP également. Et dans le cas où mon fournisseur va générer sa facture, cette facture va être transmise également à cette plateforme privée cette fois, toujours par un opérateur de démat. Il y aura un flux d'informations qui va permettre de générer cet envoi. La PDP va se connecter au portail public de facturation pour interroger l'annuaire et pour identifier à qui cette facture doit être envoyée. En parallèle de cette interrogation, un flux va remonter à l'administration fiscale, là aussi, pour extraire toutes les données permettant d'alimenter la déclaration. Une fois l'interrogation faite et la réponse envoyée à la PDP, la PDP sait à quel autre PDP déposer cette facture. Elle va être donc réceptionnée par la PDP de l'acheteur qui, là aussi, pourra récupérer cette facture en allant, via ses outils de gestion, absorber, aspirer toutes les factures qu'il a, là aussi par un opérateur de démat, qui permettra donc d'intégrer ces documents de manière plus ou moins automatique dans ses outils de gestion. Le cas du fournisseur B qui vend un acheteur 2, ma facture est générée de la même façon et déposée au même endroit sur mon portail public de facturation. Les données sont de la même façon extraites du PPF vers l'administration fiscale. Le PPF interroge son annuaire et constate que la PDP qui est concernée par cette facture est la PDP de l'acheteur qui récupère sa facture de la même façon que c'était pour le fournisseur A. Dernier cas de figure, le fournisseur A qui vend à l'acheteur 1. Je génère ma facture que je vais envoyer sur ma plateforme qui va interroger mon PPF, mettre la facture à disposition, extraire les données, et l'acheteur va pouvoir récupérer sa facture comme il l'a fait précédemment. Ce qui signifie que quelle que soit la plateforme que votre fournisseur ou que votre client va choisir, pour vous, la partie émission ou réception sera toujours la même. Vous allez vous connecter à votre plateforme qui centralisera tous les flux que vous allez récupérer ou envoyer. Voilà pour ces différents exemples de circuits. Pour suivre justement ces factures, vous allez disposer de statuts qui vont être apposés sur chaque facture qui va transiter par ces plateformes. Le portail public de facturation va permettre de gérer 4 statuts obligatoires qui sont en rouge sur ce schéma. Et puis, dans le cadre des plateformes partenaires, donc des PDP, 10 statuts complémentaires vont pouvoir être renseignés, permettant d'avoir une information un petit peu plus précise sur le cycle de vie de la facture. Dans le cadre de la préparation et de l'émission de la facture, on voit déjà que le premier statut qui va être obligatoire, c'est le fait d'indiquer qu'une facture a été déposée par le fournisseur sur sa plateforme. Cette facture, une fois déposée, va être émise par la plateforme du fournisseur et l'envoyer à la plateforme de l'acheteur. Le deuxième statut non obligatoire sera le fait que la facture ait bien été reçue par la plateforme. Et comme on le disait, des contrôles vont être faits en temps réel. Et le deuxième statut obligatoire qui va pouvoir être géré, c'est la notion de rejet. Rejet pour des raisons techniques. Le format est pas le bon, il manque des données, voilà, des cas techniques qui vont pouvoir de manière complètement automatique rejeter des factures qui ne seraient pas conformes. Si la facture est conforme, elle est mise à disposition donc de l'acheteur, acheteur qui pourra être notifié, qui va savoir que des factures sont disponibles,
et il aura deux possibilités. Soit il va refuser la facture parce que il considère que c'est pas la bonne facturation, c'est pas les bons montants, c'est pas les bonnes prestations, c'est pas lui qui devait être facturé. Donc on sera dans des cas métiers dans ce cas-là. Donc c'est vraiment l'acheteur qui va pouvoir donner son avis. Et à l'inverse, elle pourra être prise en charge et elle rentrera dans un circuit permettant de valider partiellement ou totalement la facture, de la mettre en litige, de la suspendre. Pourquoi pas de demander au fournisseur de compléter cette facture pour permettre sa prise en charge conformément. Elle pourra être également refusée dans le cadre de ces validations. L'objectif étant à terme que le paiement soit transmis au fournisseur qui devra déclarer que la facture a bien été encaissée. Donc les 4 statuts obligatoires seront déposés, rejetés, refusés, et le dernier statut encaissé qui permettra de savoir que la facture a bien été réglée par le client. Au niveau de la facture, comme on le disait, on est sur des factures sous forme dématérialisée qui vont devoir disposer d'un minimum d'informations et ces informations devront être structurées. Pour générer des fichiers structurés, l'administration a imposé 3 formats de factures. Ces formats sont tous conformes à la norme sémantique EN 16931. Vous avez 2 formats purement XML, donc le format UBL et le UNCFACT C2I, ce qui veut dire que vous êtes sur des fichiers informatiques qui vont permettre aux outils, aux ordinateurs, aux logiciels d'identifier précisément les informations de la facture, un code client, enfin un numéro de SIRET, un montant, une TVA, etc. Mais seuls les logiciels permettront cette lecture. Et puis, vous avez un format mixte ou hybride, qui est le format FactureX, qui lui va être la concaténation d'un fichier PDF et d'un fichier XML qui permettra de structurer l'information et qui, une fois assemblés, permettront à la fois à l'utilisateur, mais aussi à la machine, de répondre aux obligations. Si on fait un focus un peu plus particulier, spécifique sur la facture X, format de facture qui a été retenu par Sedge pour l'émission de factures dématérialisées, donc on est déjà sur un standard franco-allemand dont la documentation est disponible en libre accès sur Internet à l'adresse que vous avez ici. On est sur un format de facture PDF A3, donc encore une fois mixte ou hybride. Et ce qui est important, c'est que ce format sera lisible à l'œil humain. Donc pas besoin de logiciel particulier pour décrypter cette facturation. On aura en complément ce fameux fichier XML, le fichier structuré, qui lui sera utile pour les logiciels et pour les contrôles automatisés. Et différents profils seront disponibles, qui iront du plus détaillé au moins détaillé, ce qui permettra d'avoir des informations à minima sur les en-têtes et les pieds de facturation. Et en complément, certains formats vont permettre de donner des informations sur les lignes de facturation, ce qui permettra d'être beaucoup plus précis dans le cadre de l'automatisation de la comptabilisation. On va pouvoir imputer une facture à la ligne et plus forcément sur des pieds de facturation. Ces différents formats seront définis par des profils qui seront identifiables sur les factures, comme vous le voyez sur la droite. Vous avez un petit logo qui permet de savoir si vous êtes sur un format basique WL, qui est le format le plus simple, le format Extended, qui est le format le plus complet, et puis entre les deux, vous avez le format basique et le N16931, qui contiennent tous un socle minimal, et plus vous avez un format détaillé, et plus vous avez d'informations disponibles. Sur la droite, on voit donc le format de facture généré d'une application de gestion commerciale 7G100 qui dispose dès la version 9 de ce fichier PDF et de la pièce jointe que vous retrouvez sur la partie gauche, qui permet donc de décrire la facture selon ce format structuré. Si on fait un petit focus sur la partie reporting, vous avez trois points importants, le qui, quand, le quoi et le comment.
Le qui et le quand, c'est les mêmes entreprises qui sont dans l'obligation d'émettre et le calendrier est identique à cette obligation d'émission. Juillet 2024, janvier 2025 et janvier 2026. Qu'est-ce qui va être géré par le e-reporting? C'est tout ce qui est transactions à l'international entre entreprises, donc tout ce qui sera facture envoyée ou reçue, et tout ce qui va être également les transactions B2C. Donc dès que j'ai de la facturation des particuliers, je devrais transmettre par le biais de e-reporting ces informations à l'administration fiscale. Je vais devoir également envoyer mes informations d'encaissement. Dès que j'ai de la prestation de service qui est collectée à l'encaissement, je devrais indiquer à l'administration que j'ai été payé, ce qui permettra de déclencher la TVA et d'alimenter automatiquement la déclaration. Et puis, comment ça va se passer? Comme pour la partie e-invoicing, vous allez avoir des flux dédiés pour chaque type de transaction. On va le voir après, vous allez avoir plusieurs flux. Et tout ça va passer par les plateformes de dématérialisation partenaires ou le PPF qui permettront de concentrer tous les flux pour que l'administration fiscale les récupère et alimente votre déclaration. Ce qui a été validé aussi dernièrement, et on va prendre l'exemple du cas d'une TVA en régime réel normal mensuel. Donc on le disait, vous avez ici 3 flux, 8, 9, le 10.1, le 10.2. Pour tout ce qui va être les 3 premiers flux, vous serez sur une fréquence de transmission à la décade. Donc entre le 1er et le 10, le 11 et le 20, le 21 et la fin du mois, avec un délai de paiement qui sera 10 jours après la décade, un délai de dépôt, pardon, qui sera 10 jours après la décade, donc le 20, le 30 ou le 10 du mois suivant. Pour le flux, la correction de flux 6, donc le flux 10.2, la fréquence de dépôt sera mensuelle et vous aurez jusqu'au 10 du mois suivant pour faire cet échange. Donc là, on est sur ce cas-là. Vous avez d'autres flux qui seront disponibles, mais voilà, toute cette partie fréquence et délai de transmission a été validée et tout a été défini en fonction du régime de TVA que vous gérez. Vous allez disposer également de circuits pour ces flux de e-reporting, donc ils sont beaucoup plus simples que la partie invoicing, mais vous retrouvez là encore les PDP ou le PPF, les opérateurs de démat qui feront le lien entre les entreprises et ces portails, et ces différents portails qui vont concentrer les flux vers l'administration fiscale qui sera le réceptacle de toutes ces informations. Encore une fois, on le redit en haut à droite, tout ce qui est B2B à l'international, le B2C et l'encaissement de prestations seront ici gérés par ces flux. Comme on le disait en introduction, le non-respect de cette réforme va générer potentiellement des sanctions ou des amendes. Alors, évidemment, une certaine tolérance sera appliquée dans ces sanctions, mais il faut savoir que différents cas de figure peuvent entraîner cette sanction fiscale. Le premier point, c'est qu'en cas de non-respect de cette obligation d'émission, donc vous êtes obligé au 1er janvier 2025 d'émettre des factures dématérialisées, vous risquez une amende de 15 € par facture qui n'aura pas été envoyée au mauvais format, avec une limite sur une année civile de 15 000 €. De même, en cas de non-respect de l'obligation d'émission des flux fiscaux, e-invoicing et e-reporting, vous pouvez avoir 250 € par transmission, dans une limite également de 15 000 € sur une année civile. Ce qui signifie que si vous ne répondez pas du tout à cette obligation, vous risquez une pénalité de 30 000 € par année civile. On aura une tolérance évidemment, et les cas de figure qui peuvent être pénalisants, ça va être une facture qui sera non reconnue à la réception, donc non conforme, des erreurs qui vont être détectées par l'administration sur le calcul de la TVA, ou bien des informations manquantes sur vos factures, des mentions obligatoires qui ne seraient pas présentes et qui seraient contrôlées en temps réel et qui permettraient de rejeter la facture car ces mentions ne seraient pas présentes. Encore une fois, toutes ces informations, vous les retrouvez dans la loi de finances rectificative de 2022 qui reprend ces sanctions. Certains points sont encore en attente de décision, donc c'est pour ça qu'il va falloir être à l'écoute de ce qui se passe et des décisions qui vont être prises encore
d'ici la mise en place de cette réforme. Le dernier dossier de spécification externe a permis de valider certaines choses. Donc, il y a certaines données obligatoires qui ont été ajoutées. La norme EN 16931 a aussi évolué et certains cas de gestion ont été modifiés, adaptés. On peut le voir, tout ce qui est lié aux factures d'acompte et factures définitives, des factures payées avec des escomptes. Enfin, différents cas métiers ont été traités et ont été solutionnés. Et puis, il y avait aussi des questions liées à l'alimentation de l'annuaire qui ont pu être validées, sachant que voilà, c'est un premier pas, mais il reste encore des choses à faire. Et ça date de la dernière FAQ et du dernier dossier de fin janvier 2023. Donc sur la partie gauche, vous retrouvez ici les différents points qui ont été rédigés et publiés. Et puis on a encore d'autres points en attente de publication liés aux API, liés au cas d'usage métier. Alors la partie à compte effectivement a été traitée, mais tout ce qui est subrogation, bons et cartes cadeaux, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse officielle. La gestion de l'annuaire, la norme, encore une fois, EN 16931 qui risque d'évoluer également encore. Et puis, tout ce qui va être modalité de signature électronique n'a pas encore été publié de manière officielle. Raison pour laquelle, encore une fois, il est très important de se tenir informé de ce qui a été décidé, parce que jusqu'au dernier moment, vous aurez des décisions qui seront prises. Si c'est pas suffisant, on va vous présenter les raisons pour lesquelles il va falloir se préparer à cette réforme dès que possible maintenant. Parce que comme vous vous en rendez compte, il y aura des impacts évidents sur votre organisation. C'est-à-dire que déjà d'un point de vue purement système d'information, on remarque bien que tout un tas d'informations vont devoir être référencées, renseignées au niveau des outils de gestion. Sur la partie référentiel fournisseur ou client, vous allez devoir vous assurer que ces fiches sont bien complètes avec des SIRET, des adresses, des numéros de TVA intracommunautaires. La partie référentiel article va également devoir être codifiée avec certaines informations complémentaires pour identifier précisément quel type d'opération vous réalisez. Est-ce que c'est de la prestation de service? Est-ce que c'est du bien? Est-ce que c'est du mixte? Toute la partie TVA et facturation devra être paramétrée de manière optimale pour s'assurer que tout ce que vous faites dans les outils se fait de manière conforme à cette réglementation. De disposer également de reporting, d'un reporting fiscal pour pouvoir préparer de manière optimale également les différents contrôles fiscaux informatisés et pouvoir y répondre facilement. Et puis, s'assurer également que l'architecture de votre SI vous permettra de transmettre les données à l'administration. En complément, il peut être aussi utile d'adapter ces outils d'extraction pour permettre le contrôle des données, l'archivage et voir comment vous allez gérer justement cette réforme de la facture électronique. On aura aussi d'autres impacts, pas forcément fiscaux. Quelle va être la réglementation relative au délai de paiement? Qu'est-ce qu'on va devoir transmettre comme données de facturation B2B? Quelle sera la réglementation également relative aux données personnelles, aux données commerciales confidentielles? Et puis, quelle sera la responsabilité des plateformes, qu'elles soient privées ou publiques? Voilà, j'ai une lenteur de transmission ou une facture qui n'a pas été reçue. Qui sera responsable? Qui va couvrir les dommages éventuels, etc. Voilà, tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser pour savoir comment traiter cette réforme. Une fois qu'on a dit ça, on a des propositions de plan d'action qui vont vous permettre de préparer la réforme et d'anticiper autant que possible cette obligation pour être prêt le jour J. Ce qui est très important, ce qu'on considère vraiment primordial chez Apogea, c'est que nos clients puissent nommer un référent interne qui va s'occuper de piloter la mise en place de la facture électronique dans son entreprise. Donc c'est lui qui va centraliser l'information, qui va se tenir informé, qui va former ses collaborateurs, qui fera vraiment l'intermédiaire et qui permettra de mettre de l'huile dans les rouages pour que toute la partie réforme soit bien connue de tous, qu'elle puisse gérer
les nouvelles décisions qui auront été prises, savoir comment se positionner. On parle de former ses collaborateurs également parce que la facture électronique va toucher le service comptable, le service facturation, mais pas que. Les commerciaux peuvent être impactés également. En interne, tous les commerciaux, nous, vont devoir s'assurer que les numéros SIRET sont bien présents pour pouvoir créer une fiche client, pour que l'on s'assure que la facture puisse être envoyée de manière automatique et conforme à notre client une fois la prestation réalisée. C'est vraiment quelque chose de global et tout le monde doit être au courant de cette réforme. Autre point important, c'est de se faire accompagner par ses partenaires. Apogea peut vous accompagner dans le cadre de cette réforme afin d'appréhender les différentes facettes de cette réforme, afin de bien comprendre les impacts, de faire un état des lieux également de son avancement, cartographier un petit peu les processus, s'assurer de tout un tas de choses pour être sûr que le jour J, on soit bien prêt et qu'on n'ait pas oublié des cas de figure spécifiques. De mettre à jour également régulièrement son infrastructure informatique et ses logiciels de gestion. Évidemment, tous les éditeurs qui seront compatibles avec cette réforme vont mettre à jour des solutions, leurs solutions. Il est toujours plus simple d'évoluer, de faire une évolution simple d'une version 8 à une version 10, par exemple, qui sera la version obligatoire proposée par Sedge pour répondre à cette obligation de dématérialisation. De même, les dernières versions de logiciels ne peuvent s'installer que sur des versions récentes de systèmes d'exploitation. Windows 2012 est arrêté en fin octobre 2023, donc ça signifie que là aussi il faut anticiper. Parce que si vous devez traiter des problématiques d'infrastructure, de logiciels, de bases de données, de réforme fiscale, vous allez devoir vous disperser et tout faire au même moment, ce qui risque de compliquer la mise en place de cette réforme. Un point également important, et ça vous pouvez le commencer dès à présent, c'est d'actualiser, de mettre à jour toutes ces bases tiers, de renseigner toutes les informations importantes, les clients, les fournisseurs, renseigner les données obligatoires. Le numéro SIRET sera une donnée obligatoire, donc c'est quelque chose qui est à renseigner dès à présent. Et là aussi, sur le site du gouvernement, vous avez des FAQ qui reprennent toutes les informations nécessaires pour que la transmission des informations puisse se faire correctement. Ça va également avec ce point-là, la mise à jour des formats de facture. On le disait, une facture qui n'aura pas les mentions obligatoires, que ce soit les mentions historiques ou les nouvelles mentions qui vont être ajoutées dans le cadre de cette réforme, cette facture sera refusée avec tout ce qui en découle. Donc c'est important dès à présent de commencer à bien s'assurer que tout est bien renseigné, tout est bien paramétré et de faire ça le plus tôt possible. On parle de démat de la facture. Si vous dématérialisez dès à présent votre processus d'envoi, ça va vous simplifier la prise en compte de cette réforme et la marge sera beaucoup moins importante. Donc, si vous pouvez dès à présent envoyer des factures digitales à vos clients, c'est une première étape vers la dématérialisation qui va arriver assez rapidement. De même, il est important de dématérialiser dès à présent la partie réception. Des outils existent et Alain François vous présentera l'outil Sedge qui permet de gérer cette dématérialisation et qui va vous permettre d'être en conformité avec la réforme dès maintenant. Et le jour J, vous n'aurez rien à faire de particulier, c'est vos fournisseurs qui vont vous envoyer via d'autres canaux les factures, vos factures. Tout ce qui va être lié aussi à la partie TVA va être très important. Il faut vous assurer dès maintenant que tout ce qui va être préparation, collecte, état soit fluide, se génère de manière automatique, simple, du fait que la partie déclaration automatique de TVA va se faire rapidement et vous aurez besoin d'avoir des éléments de contrôle pour vous assurer que ce que vous avez sur votre déclaration correspond bien à ce que vous avez dans vos outils de gestion.
Tout ça, ça va aussi dans le cadre du pilotage de ces données, du contrôle de ces données, pour s'assurer que tout ce que vous échangez, c'est bien conforme, qu'il n'y a pas de souci, que vous êtes cohérent avec vos données comptables. De se poser aussi la question dès à présent, est-ce que j'ai besoin d'utiliser une plateforme de démat partenaire? Dans certains cas, si vous avez des outils récents qui seront compatibles avec le PPF, comme ce sera le cas avec Sedge 100 et la dernière version, utiliser une PDP n'est pas forcément obligatoire. Mais vous pouvez avoir des cas particuliers, et c'est là où il est important d'identifier ça en amont, des outils de gestion qui ne seront pas forcément à jour, ou que vous ne pourrez pas mettre à jour facilement et dans les délais. La PDP peut être une solution pour vous permettre de répondre à cette obligation, sans avoir un chamboulement complet de ses process, de son infra, etc. Vous rapprochez de votre expert comptable aussi est quelque chose de très important. Il est au courant des différentes publications, il suit l'actualité, il va être confronté aussi à cette réforme. Lui saura vous aiguiller, vous accompagner, vous conseiller dans le cadre de cette obligation. Et puis, pour aller un peu plus loin, quand on parle de démat, on parle de démat fournisseur, de démat client, mais on peut aussi dématérialiser, pourquoi pas, son process de recouvrement, la relance client avec des outils dédiés, dématérialiser également les paiements. Je dématérialise l'envoi de mes virements, ma signature, je la dématérialise également, ce qui me permet d'éviter de traiter du papier et de tout gérer via des outils informatiques, ce qui permet de fiabiliser, de sécuriser ces différents process. Dans le cadre de ces différentes actions, Apogea évidemment est là pour vous accompagner. Donc on propose un accompagnement dans le cadre d'audits personnalisés qui nous permettent d'identifier vos process, de cartographier, comme on le disait, votre société, de savoir comment vous préparer à cette réforme et de vous communiquer un plan d'action qui vous permet d'avoir une feuille de route afin d'être prêt le jour J, que ça soit au 1er juillet 2024 pour la partie réception, et puis aux différentes étapes qui seront janvier 2025 et janvier 2026. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette réforme de la facture électronique. Je vais passer la main à Alain qui, lui, va vous présenter justement l'outil ACS, donc Sedge Automatisation Comptable, qui est un outil de dématérialisation de la facture fournisseur et qui va vous permettre très rapidement de traiter la facture, de traiter son bon à payer, nativement interfacé avec la comptabilité évidemment, et qui vous permet, dès son déploiement, d'être opérationnel le jour J pour la partie réception. Comme on disait, plus vous pouvez anticiper cette partie-là, et mieux ce sera. Le jour J, il n'y aura pas de surprise. Je te donne la main, Alain. Eh bien oui, merci Bruno de ta présentation, c'était très clair. Je te remercie. Ah ben, le plaisir était pour nous. Tu dois avoir la main à présent, c'est ça. Ouais. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Alain François, donc effectivement la partie dématérialisation au sein d'Apogea. On voulait vous présenter avec Bruno une solution. Plusieurs solutions sont disponibles sur le marché. Nous, cette solution, on l'a retenue plus que les autres pour pouvoir être sûr d'être prêt effectivement à cette date du 1er juillet 2024, de pouvoir réceptionner les factures et les traiter entièrement de façon électronique. Sedge Automatisation Comptable est une solution qui se trouve dans le cloud, c'est vraiment de la démat. C'est hébergé sur des serveurs Microsoft Azure qui sont dédiés à Sedge et qui vont nous permettre de pouvoir synchroniser les deux mondes, sur vos données en local avec les données qui se trouvent sur la solution dans le cloud. Et du coup être en permanence à jour sur les deux mondes. Donc d'abord évidemment de Sedge vers ACS, donc l'acronyme de Sedge Automatisation Comptable étant ACS, de Sedge vers ACS pour pouvoir remonter toutes vos informations, vos plans tiers, votre plan comptable, etc. Et inversement, évidemment, après avoir travaillé sur ACS, faire redescendre les informations vers votre comptabilité. Valeur ajoutée de cette solution, c'est que
toutes les autres possibilités qu'on a en règle générale sur Sage, il faut sortir de Sage pour pouvoir faire ces synchronisations. Là, ACS a été faite sur, sur des objets métiers qui sont des programmes qui ont été créés par et pour Sage qui permettent d'attaquer la base de données de synchroniser sans avoir besoin de sortir plusieurs fois dans la journée pour être à jour dans les deux mondes. Le principe de fonctionnement en fait est celui-ci, c'est qu'on va avoir la possibilité de déposer des documents dans la solution au travers d'une adresse mail par exemple dédiée, au travers d'un scanner qui va faire du scan to mail pour pouvoir envoyer ces factures, au travers de l'interface de la solution elle-même et pour pouvoir déposer ces factures, et évidemment la prise en charge de la facture électronique. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore ces portails, le PDF n'est pas encore ouvert complètement. Par contre, on peut traiter déjà les factures X et aussi faire de la collecte de factures sur vos principaux fournisseurs, que ce soit pour l'énergie, pour la téléphonie, que ce soit Amazon, etc. On peut faire de la collecte de factures qui ira chercher vos factures automatiquement pour les déposer dans ACS. Le principe d'ACS, justement, vient un petit peu en amont de tout ce qu'on a vu avec Bruno, c'est-à-dire que là, on va pouvoir traiter les factures PDF directement grâce à l'ECR. Donc l'ECR, c'est la reconnaissance optique de caractère, qui est liée à une petite intelligence artificielle qui va décrypter les éléments qui se trouvent sur la facture pour pouvoir les transformer en données qui vont être exploitables par votre comptabilité. Les premiers temps, évidemment, il y a une évaluation de métier, une vérification humaine, puisque ACS va nous proposer des informations qu'il a découvertes sur la facture, à nous de lui indiquer si ce n'était pas le cas, si effectivement l'information donnée n'était pas la bonne, on va lui indiquer une première fois où se trouve la réelle information sur le document, et par apprentissage, la prochaine fois, sur le même fournisseur, il va nous proposer les bonnes informations, évidemment. Seconde valeur ajoutée d'ACS, c'est la possibilité de mettre en place des circuits de validation. Au travers d'un principe qui est des catégories de documents, on va estimer qu'effectivement une facture de frais généraux, par exemple, qui est frais généraux récurrents d'énergie ou de téléphonie, on va faire un circuit de validation assez court, parce que dès la comptabilité, on sait que ça a été prélevé, la comptabilité va pouvoir dire que cette facture a été mise en paiement et peut sortir du circuit de validation. Sur une facture d'achat, par exemple, d'achat de matériel, au contraire, là, on va vouloir savoir si un valideur peut valider que le matériel était bien reçu, qu'il fonctionne. Alors, on va pouvoir envoyer cette facture dans le circuit, en attendant qu'un valideur dise oui, cette facture est bien légitime, parce que j'ai bien reçu le matériel, et lui donner peut-être la possibilité, lui, de donner son bon à payer, ou alors, parce que la somme est un peu importante, d'avoir un second valideur qui va dire « Ok, le premier valideur a dit que la facture était légitime, je vérifie, je peux la mettre en paiement. » Et avec la synchronisation, donc Sage Compta va être au courant de la mise à jour de ce bon à payer. Et si vous utilisez la suite moyen de paiement va rendre cette facture éligible à son paiement automatiquement. Donc c'est ces grandes valeurs ajoutées. On va regarder l'interface tout de suite. Du coup, en fait, ce qui est pratique sur ces solutions, c'est que effectivement, là, on se retrouve juste avec, moi, c'est mon navigateur Google Chrome qui me permet de me connecter à notre espace de démonstration sur lequel on a reçu des factures. On a ici plusieurs critères. On va essayer de voir un peu le fonctionnement d'ACS. Le à comptabiliser, c'est vraiment la banette de comptabilité qui serait posée sur le bureau de la comptable, sur lequel le matin on a ouvert la boîte aux lettres, on a récupéré on a vu que c'était des factures d'achat, on les a mis dans cette banette, et nous, on les aura réceptionnés soit en automatique par la collecte de factures, soit par les mails qui ont été envoyés à l'adresse qu'on a définie pour ACS, et du coup, le matin, on reçoit, dans notre banette, on voit qu'on a des factures à traiter. Quand ACS va recevoir les factures, il va essayer de trouver des différentes informations. Là, on voit qu'il a trouvé que c'était une facture, qu'il a dû lire le mot facture, il a trouvé des dates, il a trouvé des montants, il n'a par exemple pas trouvé le fournisseur. Dans notre cas-là, parce que c'est un exemple que j'ai envoyé tout à l'heure, c'est un fournisseur qui n'existe pas encore dans notre comptabilité Sage. Je passerai assez rapidement là-dessus, mais je vous ferai voir quand même qu'effectivement, on peut directement créer le fournisseur dans ACS, prochaine synchronisation, ça remonte dans Sage, pas besoin de passer par Sage. Si on veut traiter une facture, l'interface est toujours très simple. Il y a un petit crayon qui nous dit qu'on a le droit d'intervenir sur un document.
Donc sur le document, il va nous proposer des choses qu'il a trouvées. Donc il dit, bah, le numéro de facture, il me semble que c'est ça, parce que dans l'IA qui est dans ACS, bah, s'il y a un numéro qui est à droite du mot facture, c'est probablement le numéro de facture. C'est pareil pour les dates, il a trouvé une date ici, et il a vu qu'il y avait une date d'échéance ici, parce qu'il a vu un paiement dû. Donc il va vous proposer des informations dès le début qui vont être assez pertinentes. Si ce n'était pas le cas, du coup, on pourrait lui dire qu'effectivement, hop, la date d'échéance, non, elle ne se trouve pas là, elle se trouve ailleurs. Donc on pourra lui redéfinir à quel endroit elle se trouve. Pour le coup, nous, c'est là. Et on va lui indiquer pour la première fois, peut-être par apprentissage, sur les premières factures, des informations qui seraient erronées ou pas à la bonne place. On va choisir quelle catégorie de documents c'est. Alors, on en a plein, parce qu'on fait plein de démos sur plein de dossiers différents. C'est ce qui définira du coup le circuit de validation. Sur le circuit de validation, nous, on a créé les factures d'achat, par exemple, qui est un circuit de validation. Je vous ferai voir comment cela fonctionne. C'est un circuit de validation qui demande effectivement qu'il y ait un valideur. C'est-à-dire qu'à la compta, on ne va pas pouvoir donner son bon à payer, puisque dans ACS, quand on donne le BAP, alors quand le document sort de tout le circuit de validation, il sera juste archivé dans votre espace numérique pour pouvoir être retrouvé, soit au travers de l'interface ACS, soit directement au travers de Sage, parce qu'après synchronisation, dans Sage, si on demande à visualiser les documents attachés à une pièce, alors il vous ouvrira la facture directement complète de ACS, et vous pourrez télécharger directement de Sage ou imprimer la facture PDF que vous avez à l'écran. On va ensuite, du coup, première étape, on a regardé si les informations étaient bonnes, que c'était les bons montants, etc. Ensuite, on va pouvoir créer la première fois notre imputation comptable. Alors, soit donc on va pouvoir rechercher l'imputation comptable sur notre compte de charge. Pareil pour notre compte TVA. Dans notre exemple, nous, sur notre base de démo, on utilise les codes taxes plutôt que les comptes en eux-mêmes. On va faire notre imputation comptable de la même manière. La première fois qu'on aura fait une imputation comptable sur le fournisseur, sur ce fournisseur précis, la prochaine fois, il va nous proposer la même imputation comptable. Donc assez rapidement, parce que évidemment, on se dit ça améliore un peu le temps de saisie. Au départ, comme il y a un apprentissage, les premières factures, peut-être pas beaucoup. Les prochaines, c'est juste un coup d'œil et dire « Ok, je valide, c'est la proposition, c'est celle que je voulais pour mon imputation comptable. » On va générer les lignes excusez-moi. Voilà. Du coup, là, je fais ma génération de lignes en disant « Ok, je suis d'accord avec l'imputation demandée ». Et il va nous proposer, pour le fait, puisque là, dans notre dossier de démo, on a la possibilité de gérer l'analytique. Donc, il va nous proposer de faire notre ventilation analytique par plan, évidemment, et aussi on va pouvoir appliquer des grilles si on avait des grilles analytiques spécifiques qui nous permettent qui vont nous permettre de ventiler. Alors, j'ai pas ma section. C'est l'effet Bonaldi, dirait Bruno. C'est moi, petit problème technique. On va revenir. Bon. Alors, c'était à parier que on m'embêterait aujourd'hui. Excusez-moi, ça vient peut-être de chez nous. Eh bien, c'est parfait, ça. Alors, vous assistez en temps réel au plantage d'un démonstrateur. Alors, pourquoi m'en a-t-il voulu? Nous en étions. Alors, on génère donc nos écritures comptables et il va nous proposer, effectivement, il m'a enregistré 2 fois, donc il y avait vraiment un petit problème sur mon
sur mon navigateur Internet, qui va nous proposer, vous voyez, de pouvoir générer notre analytique. On va pouvoir soit mettre un pourcentage si c'est sur plusieurs sections, soit en montant, soit effectivement, là on va demander qu'il équilibre notre ventilation sur une section uniquement. Donc on va enregistrer notre facture. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert notre facture, on a vérifié que les informations étaient bonnes, on a généré notre imputation comptable pour la première fois, on nous le proposera pour la prochaine fois. On a généré notre ventilation analytique qui sera proposée de la même façon pour la prochaine fois. Et maintenant, il ne nous reste qu'à choisir une action. Dans notre catégorie de documents facture d'achat, on n'a pas la possibilité, dès la comptabilité, de mettre par exemple le BAP. Si on l'avait dans la catégorie de documents, par exemple, on en parlait tout à l'heure, frais généraux récurrents, alors on aurait l'option de pouvoir mettre le BAP, qui serait synchronisé avec Sage, et de pouvoir faire sortir cette facture de tout circuit de validation. Nous allons transmettre un valideur. On sait que cette facture, c'est une commande de Vincent, le valideur qui devrait avoir. Donc on va pouvoir lui envoyer la facture. Une petite vérification analytique n'est pas complète. Son plantage tout à l'heure. Alors, je suis désolé, hein, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui mon accès. C'est notre base de démo qui n'est pas contente. Au niveau des validations, il me semble, Alain, qu'il y a des applications mobiles qui permettent aux valideurs de pouvoir consulter les validations et de réaliser ces validations. Oui, absolument. Alors du coup, en fait, chez nos clients, par exemple, qui ont des chantiers en cours, qui n'ont pas obligatoirement la possibilité d'avoir un ordinateur sous la main, ils vont du coup pouvoir dire, alors on est désolé, au moment où on fait une démonstration, on a un petit souci technique, effectivement, ils vont pouvoir dire qu'ils n'ont pas accès à un ordinateur sur leur chantier, alors ils vont avoir la possibilité de pouvoir le faire, de pouvoir valider ou mettre en litige, et on va revenir dessus, parce que là, excusez-nous, ça vient vraiment, à mon avis, de notre Internet, parce que là, bon, on va avancer. Excusez-nous de petits problèmes techniques là, qui arrivent uniquement le jour où on fait une démonstration ou une formation. Ceci, on n'a jamais de souci avec ce produit. Du coup, on va revenir, on a généré nos écritures et on a du coup transféré à Vincent, et on va voir, parce que je suis administrateur, j'ai le droit de me mettre à sa place. Vincent, lui, le valideur, quand il va ouvrir son écran le matin, il va recevoir un mail d'ailleurs de relance sur lequel on peut mettre un tempo de relance par mail, de dire tiens, il y a des choses à valider. Ça peut être à chaque facture que l'on dépose, comme ça peut être une fois ou 2 fois par semaine, ponctuellement. Du coup, Vincent, il sait qu'il a des factures à valider, donc il va pouvoir aller voir les factures qu'il a à valider, et il va pouvoir du coup regarder sa facture. Et c'est ce que vous aurez, vous, quand vous pourrez demander la facture de Sage. Si vous demandez voir les documents attachés, vous aurez à peu près cet écran-là. C'est-à-dire qu'on va voir ici, là on autorise au valideur, c'est plein de choses qu'on peut autoriser ou ne pas autoriser au valideur, de faire des modifs de date d'échéance, de mode de règlement, par exemple, pourquoi pas. On a un visu sur le récapitulatif de la facture, sur tout ce qu'on a pu enregistrer au départ quand on a généré les écritures. Pourquoi pas avoir un visu sur les écritures comptables? Pourquoi pas lui donner un visu sur les ventilations analytiques s'il existe? Quand on l'a transféré tout à l'heure, on aurait pu lui mettre un commentaire, il aura accès aux commentaires.
Intéressant, on peut mettre aussi des pièces jointes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur une facture, rajouter des pièces jointes, quelles qu'elles soient, parce que pour le coup, évidemment, ACS ne va traiter que les documents en PDF. Par contre, sur le traitement lui-même, autant au niveau de la facture, par contre, on va pouvoir lui mettre des pièces jointes, et les pièces jointes seront ajoutées à cette facture sur un bon de livraison, pourquoi pas même une feuille Excel, etc. Et à chaque fois qu'on ouvrira le document, de ACS ou de Sage, on aura accès aux pièces jointes et on pourra les télécharger. La traçabilité avec qui a l'entrée du document quand on l'a déposé, qui l'a enregistré en comptable. C'était Bruno qui avait intégré cette facture et qu'elle est en attente par le valideur Vincent. Du coup, Vincent, lui, Vincent, il a la possibilité, lui, normalement, enfin, on peut lui donner la possibilité de mettre un bon à payer, mais là, dans ce cas, il va la transmettre à un autre valideur. L'autre valideur, pour les mêmes raisons, va pouvoir recevoir cette facture et mettre son bon à payer. Dans les mêmes possibilités, alors en espérant que mon petit souci soit réglé, parce que c'est un peu bizarre, dans les mêmes possibilités, on a effectivement la possibilité aussi de traiter les factures qui sont des factures qui sont gérées, si vous avez la gestion commerciale, vous pouvez avoir faire tous vos achats sur la gestion commerciale et du coup la facturation, la génération de l'application comptable, c'est la gestion commerciale qui va la faire. On a la possibilité dans ACS de faire un rapprochement avec les bons de réception qui se trouvent dans la gestion commerciale. C'est-à-dire qu'on a quand on va créer les achats, enregistrer les BL, on va mettre les BL en confirmé dans la gestion commerciale. Et ACS va nous proposer de faire la liaison entre notre facture et les différents bouts. Et une fois rapprochés, on va pouvoir avoir la prochaine synchronisation. ACS va donc passer le statut de ces bons de réception à réceptionner et permettre l'opérateur en gestion commerciale de passer en facturation directement la facture. Excusez-moi, j'ai un petit souci aujourd'hui sur la bonne façon de notre boîte démo. On va retenter quand même. Bon, sinon, de toute façon, l'important, c'est de vous faire voir l'interface. C'est dommage. Du coup, on va avoir la possibilité de rapprocher nos bons de réception avec la facture. Alors, cette facture, ce sera dans une catégorie de documents un petit peu différente, puisque ce sera la catégorie de documents qu'on a créée, où on va dire que la facture réceptionnée, on n'aura pas d'étape de comptabilisation, directement pour générer les écritures comptables, puisque les écritures comptables sont gérées par la gestion commerciale. Donc, c'est juste des factures qui vont être enregistrées et disponibles dans votre ACS. Et par contre, tout le reste du process sera bien sûr fait par la gestion commerciale qui, lui, une fois mis en facturation, va générer les écritures comptables et se synchroniser de la même façon avec votre comptabilité Sage. Est-ce que tu veux, Alain, que je te partage mon écran, parce que j'ai l'impression que tu as un souci technique et moi j'y suis sur... a priori, je veux bien, parce que effectivement, là, je dois avoir un petit... Peut-être que ça vient de notre bureau, là, mais j'ai un petit problème de rafraîchissement. Alors attends, on va partager mon écran et puis tu me guideras dans ce cas-là. Hop. Est-ce que c'est bon, j'ai pu prendre la main? Oui, du coup. Alors du coup, effectivement, je ne sais pas si tu as exactement le même petit souci que moi. Du coup, sur cette facture FSR, là, effectivement, si tu rentres dessus, la première, celle qui est à 234 €, on va pouvoir avoir la possibilité de la passer la catégorie de documents serait du coup une catégorie spécifique qui serait la catégorie. Je vois que toi aussi, c'est une lenteur. Oui, j'ai l'impression que... Ouais, alors du coup, désolé, je vous dis, c'est ce qu'on appelait, nous, pour les anciens, l'effet Bonaldi. On vous présente un produit qui marche très bien, on en a distribué beaucoup, et sur lequel on n'a jamais ce problème, et aujourd'hui, tellement, on a un souci.
Du coup, si on la met sur comment la catégorie RAPRO-BR, qu'on a imaginé, donc c'est pour comment rapprocher les bons de réception, on va pouvoir en bas avoir le rapprochement avec les bons de réception. On va afficher les bons de réception de ce fournisseur qui sont en attente. Et là, on va trouver un bon de commande de réception donc, qui était de 195 €. Donc, on va pouvoir à droite voir ce qu'il y a comme détail pour vérifier. Effectivement, c'est bien notre bac en argent. On peut rajouter des frais de port ou des autres frais en imaginant que vous ayez des frais inhérents à, par exemple, à la petite taxe sur l'écologie, des choses comme ça. On pourrait rajouter ça qui serait apparenté à la facture. Et ensuite, on va pouvoir la valider et valider ce rapprochement pour pouvoir que ACS puisse indiquer à la gestion commerciale que cette facture a bien été rapprochée et que le statut donc va passer en réceptionné pour la GESCO et va pouvoir être remis mon écran va pouvoir être remis ensuite en facturation de la gestion commerciale. Donc là, en action, on va choisir une option, c'est pareil, on va pouvoir avoir un circuit de validation de transmission à un valideur, ou alors la mise en BAP, c'est en sortie de tout circuit de validation, si on lui donne l'autorisation. Donc évidemment, quand on transmet la facture, va disparaître de t'as redéposé une facture, va disparaître de la bannière de comptabilité pour être transmise à Vincent. Bon, aujourd'hui, a priori, c'est moins vrai. Vous m'appellerez, je vous ferai tous une démo privée, promis. C'est vraiment rageant. Vous n'allez pas nous croire, mais ça n'arrive jamais que ce produit soit en attente. Je pensais que ça venait du site sur lequel je me trouve, mais non, a priori, c'est un problème. Ok. Du coup, ce qu'on a dans ACS comme possibilité, on a la possibilité, du coup, puisque c'est toi qui c'est dans administration, société, on va pouvoir avoir la possibilité de cette fameuse, collecte de factures. Donc la collecte de factures, c'est des connecteurs. Alors pourquoi des connecteurs? C'est pour ça qu'on nous propose des connecteurs. Donc c'est pas toutes les entreprises, on nous propose des connecteurs parce que il y a un connecteur qui va venir chercher des informations qui vous concernent directement sur le site. Alors du coup, chaque site a créé un connecteur, puisqu'il y a une clé chiffrée entre ACS et Amazon, où Amazon va recevoir cette clé cryptée en disant qu'effectivement, ACS est bien reconnu, donc on va le laisser venir collecter vos factures. Alors, on a une grande partie des banques, des prestataires de services, de l'énergie, bien sûr. On a CAF, on a même Carrefour Drive. Du coup, on a énormément de connecteurs et au fur et à mesure de la demande de ACS vers les différents acteurs que les entreprises TPE, PME utilisent, vont au fur et à mesure améliorer. Donc, au début, il y avait une centaine de connecteurs, on a 200, 300, puis ça avance au fur et à mesure. On m'a demandé la dernière fois, tiens, il n'y a pas encore de connecteur avec Matmut, la demande a été faite. Et voilà, on va avoir ces connecteurs. Ces connecteurs vont vous permettre d'aller de définir du coup avec selon le connecteur que c'est. Des fois c'est juste un numéro de client puis un mot de passe. Des fois c'est une adresse mail, quelque chose, etc. Donc vous allez remplir tout ce que vous avez l'habitude de remplir sur les portails de ces fournisseurs. Et ça va les chercher tous les jours. Les données, et ça vous donnera un petit récapitulatif de tiens, je suis allé chez Amazon, il y avait 2 factures en attente que j'ai intégrées automatiquement dans la comptabilité. Tout à l'heure, on parlait de valideurs, etc. Sedge ACS, c'est un abonnement, et c'est un abonnement qui est lié uniquement sur le volume de factures déposées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant d'utilisateurs, de valideurs, etc., que vous voulez, et vous avez vous pouvez gérer autant de sociétés que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez 10 dossiers comptables sur les différentes entités que vous traitez, vous allez pouvoir, sur le même abonnement, traiter 10 sociétés différentes. Évidemment, ce qui change, c'est le déploiement de la solution est plus long quand on a 10 sociétés que quand on en a qu'une, bien sûr.
Par contre, c'est juste lié à, à ce volume d'informations. Ça fait que vous pouvez aussi créer des utilisateurs qui ont des droits qui sont, par exemple, des droits de consultation uniquement. On pense, par exemple, à un comptable externe, un expert comptable externe, qui aurait besoin de se connecter pour aller chercher des factures. Il aurait un écran tout simple, ou il aurait un écran de recherche qui lui permettrait de rechercher des factures sans, avoir accès à la saisie, etc. Et il pourrait comme ça télécharger toutes les factures qu'il veut, les exporter en PDF et les consulter sans que vous ayez, vous, à faire du tri papier, etc. Puisque comme cette solution passe uniquement par un navigateur Internet de n'importe où, quand on a donné l'autorisation à l'utilisateur de se connecter, il aura la possibilité de venir chercher ces informations. On a évidemment un suivi des différentes possibilités de synchronisation qu'il y a, d'un suivi de ce qui se synchronise avec Sedge. On parle de visuel de synchronisation, peut-être qu'ils sont en attente, je ne sais pas, non, elles sont toutes synchronisées pour l'instant, les factures qu'on a validées. Et on a ce système pour créer un circuit de validation qui est une fois mis en place assez simple. C'est-à-dire qu'on va créer des services, parce qu'on peut dire que effectivement le service logistique n'a pas à avoir les factures du service direction, par exemple. Donc on va pouvoir imaginer des services ou des agences ou des pôles, enfin, c'est ce qu'on veut, hein, c'est des différentes agences, pôles ou services. Et notre utilisateur, on va lui dire dans chaque entité sur laquelle il va devoir travailler, quel est son rôle et pour quel service il intervient. Donc, on va lui dire que, par exemple, là, ça c'est juste administrateur, puisque c'est comment se met des mots. On va dire qu'effectivement, alors pour notre valideur Vincent, par exemple, lui, il va avoir la possibilité d'intervenir sur, par exemple, ça, il est valideur 1, il a la possibilité d'être valideur 1 sur la société uniquement Bijou. Bon, là, nous, on n'a pas fait du multi-société, puisque vous avez plusieurs sociétés. Lui, il n'intervient que sur Bijou, et pour l'agence, je crois qu'il a 2 agences, c'est Melun, et puis il y a 3 agences. Melun, Levallois, Nantes, il y a un service logistique et un service commercial auquel il n'a pas accès. Et on va créer comme ça, on va dire à nos utilisateurs sur quoi ils ont le droit d'intervenir, dans quelle société, sur quel rôle et pour quel service. Ce qui va permettre que Vincent, par exemple, ne verra que les factures logistiques ou de l'agence de Melun ou de l'agence de Nantes, ne verra pas les autres factures, il ne pourra pas intervenir dessus. On va pouvoir faire comme ça un goulet de tremblement qui va permettre de pouvoir simplement, sur nos circuits de validation qu'on va mettre en place, de pouvoir dire que pour telle agence, le valideur 1 a le droit oui, on va pouvoir le donner sur cette agence-là, le valideur 1 il a le droit au bon à payer parce que c'est une petite agence et c'est lui qui gère tout. Par contre, sur une agence plus grosse, pour la même catégorie de documents, on va dire les factures d'achat, on va dire que le valideur 1 sur l'autre agence n'a pas accès au bon à payer, il va être obligé de devoir intervenir. Voilà, si on reprend notre facture d'achat, oui. Dans nos étapes, on va dire qu'effectivement, là, la comptabilité n'a pas la possibilité d'avoir le bon à payer. Par contre, par agence, on va pouvoir dire que tous les utilisateurs qui ont le droit d'intervenir sur l'agence Levallois ont la possibilité de mettre un BAP. On pourrait dire que sur l'agence de Levallois, ils ont le droit de mettre un BAP jusqu'à 1 000 €, mais sinon, on va devoir le mettre à un second utilisateur. Donc, cette mise en place, elle est assez simple après qu'on se soit rencontrés. En fait, quand on vend ce produit, on a une réflexion avec vous directement. On fait une analyse déjà de vos habitudes de travail et de comment les appliquer à cette automatisation comptable et pourquoi pas comment améliorer cela. Dans la grande majorité de nos circuits, dans la grande majorité des déploiements qu'on a fait chez nos clients, à propos de tout ce qui est frais généraux, oui, il faut dire frais généraux, etc. Alors c'est du zéro de papier, mais il n'y a plus du tout de papier qui se promène dans des parapheurs, puisque tout se passe par ACS. Chaque valideur, par exemple, va être prévenu par mail qu'il a des documents à valider. On va pouvoir, si vous voulez cliquer dans les documents de traitement, Bruno,
dans les documents de traitement, on va pouvoir voir l'étape dans laquelle se trouve le document. La comptabilité, c'est-à-dire que c'est encore dans la banette compta, on n'a pas encore traité. Là, c'est en attente par Vincent, en attente de validation. On va pouvoir se mettre sur la petite enveloppe, par exemple à droite, lui envoyer un mail de relance, et ça va envoyer un mail de relance à la personne qui est en attente de validation. Il va recevoir un mail qui va lui dire tiens, s'il te plaît, pourrais-tu t'occuper de cette facture parce qu'on voudrait la mettre en paiement et tu n'as pas encore traité, tu ne l'as pas encore validé. Donc on va pouvoir avoir un suivi comme ça global très rapide de la vie de la facture dans l'entreprise jusqu'à son bon à payer. La synchronisation avec Sage va donc remonter un bon à payer qui dira à Sage OK, cette facture est éligible à passer dans moyen de paiement comme facture à payer. En attente, elle va être en attente de bon à payer et du coup sera bloquée dans moyen de paiement. On voit là dans nos documents de traitement qu'il y a des litiges en cours. Parce que le valideur, lui, va pouvoir dire qu'effectivement, non, là, la marchandise, au lieu de le valider, de dire que je le valide ou de mettre le bon à payer, dire non, parce que la marchandise, à l'arrivée, c'était brisé. Donc, hors de question de payer cette facture. Donc, on va pouvoir la mettre en litige. Elle va se mettre dans l'onglet litige. Et cet onglet litige va permettre de bloquer cette facture en attente, très certainement en attente de recevoir un avoir. Quand on va recevoir l'avoir du fournisseur, on va, quand il va falloir le traiter, il va nous dire attention, cet avoir, il fait partie d'une facture que vous avez mis en litige, et on va pouvoir rapprocher l'avoir de la facture, et comme ça clore le dossier et l'enregistrer dans votre espèce ACS pour pouvoir consultation. Et quand on aura la consultation soit de l'avoir, soit de la facture, on aura les deux documents qui seront présents et visibles, donc la facture et l'avoir qui auront été rapprochés l'un à l'autre. Donc voilà le fonctionnement global de l'ACS. On aurait aimé vous en faire voir plus, mais effectivement, je vois que j'ai un message qui a une maintenance qui vient d'apparaître. C'est comme ça. Hein, je vois que sur ACS, il est marqué maintenant un message. Il y a une maintenance qui est en cours et qui finira de 12h30 à 13h. Donc voilà, on a fait notre présentation le jour où Sage intervenait sur leur serveur. Bon. Merci en tout cas Alain pour cette présentation. Alors comme vous l'avez vu, c'est une application en mode SaaS, ce qui veut dire qu'elle est mise à jour de manière automatique sans qu'il y ait d'intervention particulière de votre part ou de notre part. Elle va être compatible avec le portail public de facturation, donc elle permettra d'aller récupérer toutes les factures disponibles sur le PPF et vous permettra donc dès le 1er juillet 2024, si vous avez anticipé le déploiement, de pouvoir récupérer ces factures et de bénéficier des fonctions de bons à payer, de suivi, de traçabilité et de comptabilisation automatisée de ces factures. Le format FactureX est déjà traité par ACS et une mise à jour récente a permis de rendre la personnalisation et l'imputation comptable beaucoup plus fine. Donc, on est vraiment sur du mapping de champs. On n'est plus sur un OCR dans le cadre de la facture X. On est vraiment sur des identifications d'informations liées aux balises, liées aux fichiers XML, ce qui permet de sécuriser, de fiabiliser la comptabilisation.